Gérer face à l'incertitude radicale et à l'inconnu. Bonjour Sylvain Lanfre. Bonjour. Sylvain Lanfre, professeur au CNAM, Conservatoire À national Paris, des tout à arts et fait. métiers à Paris, et professeur associé à l'École des mines de Paris, Oui. Mines ParisTech, et membre associé d'ICUBE, Oui, CRG, Centre tout de à fait. recherche en gestion, À l'École Polytechnique. à l'École Polytechnique. Gérer l'incertitude, face à l'incertitude d'ailleurs, hein, parce que c'est pas Oui. certain qu'on gère l'incertitude. Tout à fait. C'est une bonne remarque. Est-ce qu'on a des principes? Alors sur l'objet que j'étudie moi en tout cas, c'est-à-dire les projets très innovants que j'appelle d'exploration, on voit apparaître quelques principes qui me semblent importants. Le premier, c'est qu'il faut séparer. Ça, c'est un héritage, je pense, de la littérature sur l'ambidextrie. C'est-à-dire que les activités d'exploration supposent de mettre en place des process de suivi et des process d'évaluation spécifiques, parce qu'on ne peut pas leur appliquer des critères de gestion standards. Typiquement, si on cherche des critères de retour sur investissement, ça va être extrêmement difficile à calculer et on risque de tuer les projets qui pourtant pourraient s'avérer ensuite très intéressants. Ensuite, on est sur des logiques d'apprentissage par l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on essaye, on voit ce qui se passe, ce qui marche pas, ce qui peut amener à explorer plusieurs solutions en parallèle pour voir laquelle est la bonne. Le troisième principe, c'est que même si c'est des projets très incertains, il faut faire très attention à ne pas au double piège du techno-push ou du market pool, on va dire, et donc il faut travailler en même temps sur les questions techniques et les questions d'usage. Sinon, on risque de se retrouver soit avec des solutions qui servent à rien, soit avec des usages, mais on ne peut pas les atteindre. Le quatrième principe pour moi, c'est que la notion de performance de ces projets, qui normalement est assimilée à un livrable, un produit, etc., doit être révisée, puisque ça va être, on espère, un produit ou un prototype, mais ça peut aussi être des connaissances, ça peut être des concepts, ça peut être des brevets, ça peut être révision des modèles de conception, et ça peut avoir beaucoup de valeur pour l'entreprise, même si ça va être difficile à quantifier. J'ai le cas d'un projet où le chef de projet m'a dit le principal apport de ce projet, c'est la révision des modèles de conception. Et puis le dernier principe, c'est que on va juger l'avancée, parce que la notion d'avancement du projet devient compliquée, par ce que j'appelle le rendement croissant des itérations. C'est-à-dire est-ce que petit à petit, on voit se dégager des applis ou des technos, ou pas, auquel cas il va falloir arrêter, mais ça c'est une question difficile. Ça, c'est une question très difficile. Très difficile. Après le P des principes, peut-être Oui. le O d'organisation. Comment on s'organise? Alors moi, ce que j'ai observé dans ce type de situation, c'est que le risque de sujets bizarres, pas forcément légitimes, émergents, ambigus, très incertains, donc très risqués, c'est qu'ils soient traités par différentes personnes dans différents morceaux de l'organisation. Et cette dispersion est dommageable, en fait. C'est-à-dire que là, il y a un vrai risque qu'on n'arrive jamais à atteindre une masse critique qui va faire que ce projet va devenir un objet de gestion pour l'organisation. Et donc, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelque part une équipe cœur, on va dire, qui n'est pas forcément très nombreuse, mais qui est des gens, un minimum de gens qui soient dédiés à cette question-là et qui vont servir de nœud de réseau, en quelque sorte, pour ensuite amener avec eux le reste de l'organisation. C'est ce qu'on avait observé il y a maintenant 15 ans chez PSA, Peugeot, Citroën, sur les voitures connectées, où ils avaient mis en place un dispositif qui s'appelait le plateau télématique, et qui avait, puisqu'on parlait de télématique à l'époque, pas de voitures connectées, et qui a joué un rôle très important. C'était une quinzaine de personnes à peu près, dédiées, ce qui est beaucoup déjà, mais qui ont joué un rôle très important dans l'exploration et dans le lancement des premiers services, puisque là, dans ce cas-là, c'est eux qui ont aussi fait le lancement des premiers services. Alors après le P et le O, le E, parce qu'un projet, ça s'évalue. On imagine Là, mal rentre, des managers voilà. qui ne raisonneraient pas évaluation. Tout à fait. Alors là aussi, c'est très difficile. Il y a des travaux très intéressants de Rita McGrath, par exemple, sur ce qu'elle appelle Discovery Driven Planning, où on est dans des logiques qui sont héritées en termes conceptuels des travaux sur les options réelles, où on paye au début, on lance le projet pour voir si c'est intéressant. Et le jalon n'est pas une vérification que le cahier des charges est bien atteint. Le jalon est un moment de discussion sur qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on n'a pas appris, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'il faut arrêter. Et l'enjeu étant d'arrêter avant de devoir investir énormément. Et on se rend compte quand on connaît la courbe de coût d'un projet, qui coûte pas très cher au début, puis de plus en plus au fur et à mesure de son avancement, qu'on peut lancer des explorations sur des sujets sans que ça coûte forcément très cher à l'organisation. La difficulté étant de les arrêter avant que l'engagement soit trop important.
La deuxième chose, c'est que pour évaluer ces projets, ce qu'on voit bien, on voit se dessiner d'autres types de critères. Il y a des critères assez basiques, hein, du type on n'a plus de sous, donc le budget est écoulé, c'est un bon moyen d'arrêter le projet. Il y a des choses très originales quand on regarde par exemple la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, donc la partie du département de la défense américain qui gère des projets bizarres, un véhicule volant à Mach 20 par exemple, ou des choses comme ça. Ils donnent une durée maximum à leur projet au départ, pas plus de 5 ans. Ce qui est un moyen d'éviter le projet sans fin, exactement. Le projet, l'éléphant de mer qu'on va traîner pendant 20 ans, etc. Et puis, ce qu'on voit assez bien, mais là, c'est un sujet de recherche, ce que j'ai observé sur le projet qui est dans Floating in Space, c'est que je pense qu'il y a un critère important qui est un critère de saturation, au sens classique de la recherche qualitative, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'apprend plus, exactement. On en a, ce que me disaient les gens que j'ai interviewés, c'est sur cette question-là, la flexibilité, on en a assez, on en sait assez. On pourrait continuer, mais ça suffit. Et en plus, deuxième critère, c'est qu'un critère plus d'expansion. Sur la flexibilité, c'est terminé. Enfin, on sait ce dont on a besoin. Par contre, on voit que maintenant, l'enjeu, c'est plus la flexibilité, c'est autre chose. Et donc, on va pouvoir lancer un autre projet sur une autre question pour l'entreprise. D'accord. Donc, en tout cas, un besoin de repenser. Hein, ça questionne totalement la vision téléologique standard du projet, où on a un objectif qui est clairement défini, puis il n'y a plus qu'à. Enfin, il n'y a plus qu'à peut être très compliqué, mais QCD. Exactement. Coût, qualité, délai, jalon, etc. Là, ça marche plus. Si on prend Manhattan, la bombe atomique, ils ont essayé de faire des plannings au début, puis très très vite, ils ont arrêté de faire des plannings. De textes à lire absolument. Floating in Space on the Strangeness of Exploratory, Projects. C'était dans Project Management Journal, c'était en 2017. Et Lost Truths, How Project Management Came to Emphasize Control over Flexibility and Novelty. Voilà. Le contrôle n'est pas forcément antinomique. Avec l'exploration. Avec l'exploration. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation.